Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. Ce matin, c'est avec Cap Digital qu'on va sortir vos données du frigo. Alors, je suis hyper contente d'être dans ce lieu emblématique du digital en France pour donc vous présenter mon livre et vous présenter les grandes leçons que je tire de 20 ans d'expérience sur le domaine de la data et de l'IA. Je me présente, je suis Mick Lévy, je suis directeur de l'innovation business pour le groupe Business et Décisions et je suis aussi donc l'auteur de ce livre Sortez vos données du frigo. Ça fait 20 ans donc que je travaille dans le domaine de la data, 20 ans chez Business et Décisions par ailleurs, pour accompagner nos clients dans leur démarche autour de la data, dans leur stratégie autour de la data et globalement dans la valorisation de ce qu'il faut considérer, on va le voir, comme une matière première, un véritable actif pour l'entreprise. Donc, moi, je suis ravi de venir vous présenter, vous partager mon expérience, puisque mon rôle est d'aller chercher nos meilleurs retours d'expérience, nos meilleurs cas d'usage, les meilleures approches technologiques, méthodologiques, organisationnelles, chez tous les clients sur lesquels Business et Décisions intervient. En 2 mots, Business et Décisions, pour que vous puissiez situer aussi le niveau de mon retour d'expérience. On est donc une société de conseil, de services, spécialiste sur le domaine de la data. On est 2400 experts passionnés de ce domaine-là et on travaille depuis bientôt 30 ans. Business et Décisions va fêter cette 30e année l'année prochaine, en 2022, sur la valorisation de ce capital de données. Sachez aussi que Business et Décisions fait partie du groupe OBS, Orange Business Services, depuis maintenant 3 ans, ce qui nous permet de proposer une gamme de services encore largement étendue. Et évidemment, en tant qu'adhérent de Cap Digital, quand Cap Digital m'a proposé de venir vous présenter cette conférence, bon, ça n'a fait qu'un tour et je suis venu directement avec grand plaisir. Alors, de quoi va-t-on se parler ce matin? On va organiser l'agenda et pour la petite heure qui suit, du coup, en 3 grands points. Tout d'abord, on va s'intéresser à la data en tant que matière première. On va voir quelle est cette matière première, d'où elle provient, dans quel volume elle est disponible et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Seconde chose, on va s'intéresser justement à sa valeur et puis voir quels sont les cas d'usage pour les entreprises, pour chacune de vos entreprises que vous allez pouvoir adresser, développer pour créer de la valeur rapide et durable avec la data. Enfin, on verra quels sont les challenges de transformation, car oui, bien exploiter ces données va nécessiter une transformation au sens propre de l'entreprise, de sa culture aussi. Et on va voir quels sont les challenges qui se posent aujourd'hui aux entreprises traditionnelles pour correctement exploiter leurs données. Alors c'est parti, allons-y. Première chose, les datas, quelles sont-elles? Alors je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez vraiment pas à poser vos questions au fur et à mesure. Je dispose d'une petite tablette avec moi, donc je vais pouvoir prendre toutes vos questions au fur et à mesure, où je garderai un temps en tout cas pour répondre à toutes les questions non répondues sur la fin de la séance. Alors, si on prend un peu de recul et qu'on refait l'histoire de la data, tout a commencé à peu près dans les années 70 avec les premières vagues de numérisation de l'information. C'était réservé finalement à quelques happy few dans des entreprises, bien souvent dans des grandes entreprises, qui venaient finalement mettre en données un certain pan de la vie de l'entreprise sur certains processus. Ça a beaucoup commencé notamment par les processus comptables, par les processus financiers, dont très peu de personnes dans l'entreprise avaient accès à l'informatique pour mettre en données la vie de ces processus finalement. Ça s'est accéléré dans les années 80 puis 90 avec l'irruption de l'informatique dans nos vies. Et puis là, on est passé des personnes de quelques personnes qui venaient, encore une fois, mettre en données quelques pans de la vie de l'entreprise, à plus de personnes qui venaient mettre en données des pans entiers de nos vies, depuis ma maman qui s'est mise à mettre ses recettes de cuisine sur l'Apple IIc familial, jusqu'à mon frère et moi qui y mettions nos partitions ou nos tablatures de guitare, par exemple. À ce moment-là, les données commençaient à être déjà assez intéressantes, mais finalement en très faible nombre, parce qu'il y avait encore très très peu d'êtres humains sur Terre qui accédaient à cette technologie, et surtout les données n'étaient absolument pas connectées entre elles, les données restaient statiques dans les PC de chacun d'entre nous. C'est là qu'est arrivée la vague qui commence réellement à changer les choses pour les sujets de la data. On a parlé d'abord du web 1.0, puis surtout du web 2.0. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup plus de monde qui accède aux technologies, à la capacité de mettre en données des pans entiers de nos vies. Et ça s'est surtout accéléré avec le web 2.0, l'irruption des portables qui s'est tout à fait généralisée.
Et puis aussi, tout ce qui est Internet social qui a permis aux gens de communiquer entre eux et les données qui sont devenues du coup beaucoup plus fluides. Les données avec le web naviguent partout à travers le monde, sont interconnectées et c'est ça qui change énormément les choses finalement sur cette vague-là. Donc, vous voyez, en 3 vagues, on est passé depuis ma maman qui était comptable et qui documentait finalement quelques points comptables dans l'ordinateur de son entreprise, ma maman qui a un PC à la maison et qui met ses recettes de cuisine, ma maman qui est sur Facebook, qui partage sa vie et ses photos, etc., avec ses amis sur Facebook. Mais on n'a encore rien vu en termes de vague de production de données. Celle qui est en train d'arriver va largement dépasser toutes les autres. C'est un tsunami à l'échelle de ce qui se passe avant. Et là, on entre de plein pied donc, dans la vague des objets connectés et dans la vague de l'IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. Cette fois, on n'a même plus besoin d'être humain. On a mis en place et on déploie des capteurs qui viennent connecter un certain nombre d'objets du quotidien. Notre smartphone est évidemment le premier, mais on peut penser aux personnes, aux véhicules. Il y a tout un tas de choses qui sont en train de devenir connectées. Et surtout, dans les entreprises, on entre dans l'ère de la data industrielle avec les objets connectés qui viennent au cœur de nos moteurs, au cœur de nos moyens de production, au cœur de toutes les machines finalement qui nous entourent. Et là, ce qui change énormément, c'est qu'il faut savoir qu'il y a déjà plus d'objets connectés sur Terre que d'êtres humains. On va encore avoir une accélération extrêmement forte du nombre d'objets connectés et de capteurs à l'échelle mondiale. Et il n'y a même plus besoin d'action humaine pour générer de la data. L'objet connecté génère de la data de façon autonome et éventuellement à très haute fréquence, ce qui, ça, est véritablement un changement sur le volume de données dont on va disposer. Et vous voyez que de vague en vague, en plus, finalement, on vient documenter, on vient mettre en données des éléments complets de notre vie, à chaque fois avec plus d'intimité. Facebook a déjà porté un grand niveau d'intimité, mais c'est rien du tout à côté du niveau d'intimité que vont nous donner des montres connectées, par exemple, ou des t-shirts connectés. À chaque fois, on a plus d'intimité. À chaque fois, on documente plus de pans de notre vie réelle. Et à chaque fois, on crée un volume supplémentaire et qui nous amène à cette infographie qui est issue d'une étude réalisée par IDC, qui montre que d'ici 2025, donc autant dire demain, le volume global de données va être de 175 zeta-octets à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, en 2021, on est autour de 60 zeta-octets de données. Donc, on est sur une progression qui est quasiment exponentielle, on peut le dire. Et surtout, qui va faire passer très vite pour quantité négligeable toutes les données qui auront été créées avant 2015 et très, très vite, toutes les données qui auront été gérées avant 2020 vont passer pour quantité négligeable. Et cette grosse accélération, je vous l'ai redit, c'est que pendant un bon moment, sur ces dernières années, on a travaillé sur des données personnelles et toute l'attention a été mise sur les données personnelles. Là, on entre dans l'ère de la data industrielle avec les capteurs, avec l'Internet des objets. Et là, ça va nous amener à un volume bien plus important de données et une documentation bien plus importante de processus réels et intimes de nos vies, de celles des machines et globalement de tout ce qui nous entoure. Alors, ces données, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Et est-ce que vraiment elles ont de la valeur ou est-ce que c'est juste une matière première qu'on ne va pas pouvoir valoriser plus que ça? 2 chiffres pour vous convaincre, et seulement 2, mais je vous donnerai plein d'exemples après, que ces données vont présenter une grande valeur. Gartner nous indique l'IA, globalement l'exploitation avancée des données, va créer 3 trilliards de dollars de valeur à l'échelle mondiale. Ça doit faire réfléchir chaque entreprise. Chaque entreprise a des données, chaque entreprise a ses propres données dans vos bases de données, ce que j'appelle les frigos informationnels de l'entreprise, les bases de données. Il va falloir maintenant sortir ces données de vos frigos et les valoriser parce que même si vous prenez 0,000000001% de cette valeur que nous indique Gartner, vous allez dégager un ROI fantastique et pouvoir transformer le business. Autre indicateur que nous donne Accenture, une augmentation de la rentabilité à attendre pour les entreprises de l'ordre de 40%. Là, on est principalement dans le champ de l'efficacité opérationnelle, dans le champ de l'automatisation aussi d'un certain nombre de processus qui va permettre de gagner énormément. Et en regard de ça, il y a un chiffre qui me défrise totalement, et il faut y aller pour me défriser, je vous promets. Il nous est donné encore une fois par IDC qui nous dit seulement 32% des données sont exploitées par les entreprises. Waouh! Donc, résumons. On vient de voir qu'il y a énormément de données disponibles, que ces données apportent énormément de valeur, mais seulement 32% sont aujourd'hui exploitées par les entreprises. Quand on regarde le détail de cette étude, on voit en plus que ces 32% sont totalement sous-exploités.
elles sont principalement utilisées pour faire du reporting, de la BI, des choses qu'il va falloir continuer de faire, qui sont très intéressantes, mais qui n'apportent pas de valeur directe. Et en plus, il y a un gisement de 70% dans lesquels, soyons bien à l'aise, tout ne sera pas intéressant, tout n'apportera pas de la valeur. Mais en tout cas, on a un gisement à explorer qui va encore révéler 70% du volume de données disponibles dans l'entreprise et qui, pour certaines, pourrait apporter beaucoup de valeur. Moi-même, j'ai vécu beaucoup de projets sur lesquels on ne s'attendait absolument pas à trouver de la valeur d'une source de données quelconque, et puis finalement, on en a trouvé beaucoup. Alors du coup, la grande question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces données? Si vous allez voir une direction métier, je le vis à peu près tous les jours ou toutes les semaines en disant, voilà, tu as plein de données. Tu as tes données clients, tu as des données de la supply chain, tu as des données de production, tu as des données de ta R&D, etc. etc. Tu as vu tout le potentiel de l'IA, tu en as entendu parler. On dit oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu veux en faire? Et là, on a un gros blanc. Et c'est normal, il est humainement très difficile de se projeter sur tous ces sujets-là, d'arriver à imaginer qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, d'arriver à se projeter sur des nouveaux cas d'usage. Donc, il faut donner quelques repères. Et le premier repère que je vais vous donner, c'est un cadeau. C'est ces 4 grandes familles de valorisation des données. Il y a 4 grandes familles d'usages qui vont vous intéresser dans l'entreprise pour développer des usages en data en IA. Alors, je propose qu'on les voit en détail et que pour chaque famille d'usage, je vais vous donner un exemple concret d'un projet qu'on a réalisé récemment chez Business et Décision. Et puis, comme j'aime bien le challenge, je me suis mis un petit timer. Je vais avoir 2 minutes pour vous pitcher chaque cas d'usage. Donc, derrière vos écrans, vous ne pourrez pas me lancer quelque chose ou m'interrompre si jamais je dépasse les 2 minutes. Mais vous pouvez vous mettre à crier derrière votre écran pour me faire arrêter si jamais je dépasse les 2 minutes. Je compte sur vous. Alors, première famille, on va s'intéresser à l'efficacité opérationnelle. C'est une famille intéressante dans laquelle on va dégager le ROI certainement le plus rapide. On va chercher finalement à améliorer nos processus, à améliorer notre fonctionnement, à améliorer nos achats, à améliorer notre rentabilité. On va beaucoup s'intéresser à tous les domaines de l'automatisation, mais aussi à tous les domaines de la prédiction dans cette famille. Cette famille, on la connaît très bien. C'est celle qu'on traite chez Business et Décision depuis 30 ans, dans les entreprises depuis 40 ans pour les pionniers, autour de la business intelligence, dans cette famille où on cherche à établir des KPI, des indicateurs, à mettre en place des reporting qui vont permettre d'améliorer la prise de décision. Donc ça, c'est très bien, mais il va falloir aller plus loin maintenant, grâce à l'IA, grâce à ses capacités prédictives. Alors c'est parti pour le premier cas. Je vous emmène dans un grand port européen. C'est l'un des plus grands ports européens et qui a voulu optimiser totalement toute sa logistique par la data et l'IA. Il était notamment face à un problème hyper important, qui est que certains bateaux arrivaient, c'est encore une fois un très grand port, certains bateaux arrivaient parfois de Chine ou parfois de très très loin, et puis étaient mis dans la zone d'attente du port, le temps qu'un quai se libère, le temps que les dockers soient bien disponibles, le temps que les grues ou les outils qui étaient nécessaires au déchargement soient bien disponibles. Et parfois, les bateaux attendent des heures et des heures, parfois littéralement des jours, dans cette zone d'attente, parce que tout n'a pas été hyper optimisé. Et le gros problème, c'est que ça amène des amendes pour le port, et des amendes qui peuvent être assez importantes, en tout cas qui clairement grévaient l'efficacité opérationnelle, grévaient la marge de la logistique portuaire. Donc, qu'est-ce qui a été fait? On a mis en place un espèce de Waze, finalement, de Waze portuaire, c'est-à-dire sur une toute petite échelle, évidemment. On n'a pas cherché à le faire à l'échelle de la planète, mais pour le port et pour tous les bateaux qui arrivaient sur le port, arriver à beaucoup mieux estimer quel est leur temps d'arrivée. Et pour ça, on a exploité des données qui sont émises par les bateaux en quasi-temps réel, c'est les données des radars, qui sont accessibles par les infrastructures portuaires, mais qui ont un format, un mode de standard assez complexe à exploiter. Et donc, ces données sont exploitées en temps réel et surtout sont croisées avec des données externes, et notamment des données météo et des données liées à la marée aussi, pour arriver à affiner beaucoup plus notre prédiction. Et ensuite, avec ça, on peut donner des indications au bateau. Alors déjà, on peut optimiser toute la logistique du port, puisqu'on va savoir que si un gros porte-conteneur arrive, on va plutôt le favoriser par rapport à un petit bateau qui bloquerait un quai. Et puis donner des indications sur la vitesse à laquelle il faut que les bateaux arrivent pour ne pas avoir à patienter dans l'infrastructure portuaire en zone d'attente. Et puis derrière ça, il y a des nouveaux cas d'usage qui sont en cours de développement sur la partie empreinte environnementale, où là j'ai dépassé le temps. Bon, 2 secondes. Sur les infrastructures, sur la partie environnementale, puisqu'on est en train de récupérer aussi des données des capteurs sur la qualité de l'air, sur la qualité de l'eau, en vue d'optimiser les routes
qu'empruntent les bateaux pour permettre de réduire aussi l'empreinte carbone notamment et globalement l'empreinte environnementale du port sur la planète. Deuxième famille de cas d'usage, cette fois on va s'intéresser à nos clients et on va chercher à mieux les connaître de façon intime, là encore par des algorithmes, là encore par des choses assez avancées, pour ensuite venir personnaliser l'expérience client, pour ensuite venir proposer une expérience client beaucoup plus efficace, qui soit la meilleure pour chaque personne. On s'intéressera aussi dans ce domaine-là éventuellement à tout ce qui est autour des tendances produits et à tout ce qui est à l'écoute du client, notamment sur des services autour du customer care, autour du SAV, autour de la relation client de façon globale. Alors, je vous emmène cette fois dans une grande enseigne de retail. Cette enseigne de retail a 5 marques. Ils vendent donc des vêtements, des bijoux, de la mode, globalement. Ils ont 5 marques et ils veulent absolument créer du cross-selling entre les marques. Donc, un client d'une marque A puisse aller acheter aussi ou soit incité à aller acheter aussi des articles de la marque B, C, etc. Premier challenge. Et puis, second challenge, ils se sont rendus compte au service marketing qu'à chaque fois qu'ils venaient personnaliser une communication, les ventes rebonds bondissaient derrière grâce à cette personnalisation. Sauf que pour consolider l'ensemble des données, pour faire une campagne mail, par exemple, personnalisée avec des choses très simples, il leur fallait 4 jours. Parce que tout était manuel, parce qu'il fallait aussi réconcilier les visions clients, parce qu'il y avait tout un tas de silos de données qui étaient à récupérer, il leur fallait 4 jours. Ça crée des irritants énormes qu'ils voulaient absolument résoudre. Vous l'avez peut-être vécu d'ailleurs. Vous achetez une chemise, pour ma part, ça m'arrive quelquefois. Vous achetez une chemise au prix plein, et puis 2 jours après, vous recevez un mail de promo. « Hey, regardez la belle chemise, aujourd'hui, elle est à moins 20%. » Et ça, c'est un irritant terrible. On vient d'acheter une chemise à prix plein, elle est soldée à moins 20% 2 jours après. On a tous l'impression de s'être fait avoir quand ça arrive. Et ça leur arrivait tout le temps, et ils voulaient absolument l'éviter. Qu'est-ce qui a été fait? On est venu casser les silos, récolter l'ensemble des données de l'ensemble des marques sur l'ensemble des canaux, y compris les cartes de fidélité, y compris d'autres informations clients, y compris sur les magasins, etc., dans un unique hub de données, on pourrait dire. Et donc, on est venu centraliser toutes les données à cet endroit-là. On est venu aussi réconcilier la vision client pour dédoublonner les clients qui seraient présents sur plusieurs canaux ou en tout cas sur plusieurs marques. Et puis, on est venu mettre à disposition ça pour toute la partie personnalisation. Et derrière, les mails sont personnalisés, la navigation, les parcours sont personnalisés, l'accueil en boutique peut être personnalisé avec cette application pour suggérer les meilleurs produits, pour suggérer la suite du parcours. Je vois que l'heure tourne. Je me suis fait encore avoir sur les 2 minutes, je parle trop. pour suggérer la suite de la navigation. Et avec ça, les premières campagnes ont cartonné. On a eu une augmentation de 35% des ventes rebonds en sortie des premières campagnes mail. On a amélioré le taux d'ouverture des emails de 70%. Comment on a fait ça? Suspense, je vous le dirai juste après comment on a amélioré le taux d'ouverture de 70% par de la personnalisation. Et puis le temps tourne aussi, donc il faut que j'avance. Troisième famille, celle qu'on va appeler le do right. On va s'intéresser là à la maîtrise de l'écosystème. Donc cette famille est intéressante parce qu'après s'être intéressé dans la première à notre propre fonctionnement, après s'être intéressé à nos clients, on va cette fois s'intéresser à l'écosystème pour venir mieux maîtriser les risques, pour venir aussi lutter contre la fraude, pour venir se mettre en conformité à un certain nombre de réglementations et aussi pour venir mieux maîtriser l'empreinte environnementale, ce qui est un sujet évidemment de plus en plus important autour des applications du budget carbone, par exemple. Alors, je vous emmène cette fois dans un grand ministère des Finances en Europe pour qui on a réalisé une quarantaine de projets de lutte contre la fraude. On a été leur prestataire exclusif en data science pendant très longtemps. On travaille encore avec eux chez ce très, très beau ministère européen qui est assez en pointe sur tout le sujet de la fraude. Donc, il y a une quarantaine de projets réalisés, je vous le disais. Parmi ceux-là, il y a un projet qui est la lutte contre la fraude au schéma de carrousel TVA, qui est une fraude assez complexe, internationale, qui a permis de ramener 1 milliard d'euros par an au ministère. Je me dois de vous dire que ce n'est pas moi qui vous donne le chiffre, c'est le client du ministère qui témoigne publiquement sur YouTube de ce chiffre-là. Je me sens obligé de le justifier tellement il est gros. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Parmi les autres applications qui ont été faites, il y a une application qui visait à arriver à prédire les faillites d'entreprises.
Là, l'idée est simple, c'est de se dire que le ministère a toutes les données, toute la connaissance de l'ensemble des entreprises, peut établir un modèle finalement statistique des entreprises qui font faillite pour arriver à comprendre quelles sont les conditions qui mènent à une faillite, et puis ensuite appliquer ce modèle à tout le portefeuille d'entreprises actuelles pour arriver à mettre un score de risque sur ce risque de faillite. Et puis là, l'objectif va être ensuite d'aller réclamer les créances à cette entreprise, les premiers, pour être sûr de les récupérer. C'est un petit peu cynique, je le sais, mais c'était l'objectif du ministère pour récupérer un maximum de fonds sur ces entreprises qui étaient fragiles. Autre application qui a été développée, je surveille mon chrono là, autre application qui a été développée, c'était autour de la fraude lors de la vente de biens immobiliers. Ils se sont rendus compte que parfois, un bien vendu 100 000 €, seuls 80 000 étaient déclarés. Là encore, on a établi un modèle qui permet d'établir le prix estimé d'un bien, donc par de l'IA. Et on vient comparer, si le prix estimé du bien s'éloigne trop du prix déclaré, alors potentiellement il y a fraude. Et ces deux applications visaient en fait à créer un inspecteur fraude augmenté, c'est-à-dire on donnait ces infos à l'inspecteur fraude qui pouvait exercer son métier de manière beaucoup plus efficace puisqu'il savait prendre les dossiers dans leur ordre de priorité selon la fraude qu'il pouvait ramener et surtout les fonds qu'il pouvait ramener à partir de ça. Je suis mieux sur le timing, mais il va falloir que je me soigne encore un peu. Dernière famille, à mon avis la plus intéressante, la plus transformante certainement en tout cas, c'est celle de l'innovation, c'est celle de la réinvention. Là, on va chercher à créer de nouveaux business models, on va chercher à créer de nouveaux produits, on va chercher à créer de nouveaux services basés directement sur les données. Même dans un cas que je connais très bien, donc chez un opérateur télécom, un grand opérateur télécom en France, qui est venu monétiser les données de géolocalisation de ses clients. Alors j'ai dit plein de gros mots là, j'ai dit monétiser. Je crois qu'il va falloir arrêter que ce soit un gros mot. Il faut le faire, cette monétisation, parce qu'elle va apporter de la valeur et que d'autres entreprises, notamment américaines, le font énormément. Donc il ne faut pas se priver de le faire en France aussi. Par contre, il va falloir le faire avec respect, on va voir comment ça a été fait. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les opérateurs télécoms, à tout moment, savent où nous sommes, savent nous géolocaliser et que cette géolocalisation va en plus être de plus en plus précise avec les nouvelles générations, notamment avec la 5G. Ce qu'a fait l'opérateur, c'est qu'il s'est dit, tiens, je vais revendre ces données de géolocalisation de mes clients à des régions, notamment à des collectivités, pour arriver à comprendre qui vient sur leur territoire, qui visite ces territoires, à des sites touristiques. Qui vient visiter ce site touristique? D'où est-ce qu'ils proviennent? Comment est-ce qu'ils sont venus? Avec quels moyens de transport? Quelle est leur catégorie CSP de ces personnes-là? Etc., etc. Bref, toutes les données de l'opérateur téléphonique, et il y en a beaucoup, mais ramenées à la maille géolocalisation. Ça sert aussi dans tous les secteurs du retail, de la distribution, à comprendre les flux qui viennent devant vos différents points de vente. Bref, c'est des données extrêmement précieuses sur les mouvements de population, sur les flux de population et sur les populations présentes à un endroit T. Comment est-ce que cet opérateur a eu le droit de faire ça? C'est qu'il y a eu un double niveau d'anonymisation qui a été appliqué. Un premier niveau dit de pseudonymisation, donc on est venu masquer l'ensemble des données qui sont identifiantes, notamment le numéro de téléphone, ça, il n'est absolument pas important. Mais surtout, on a appliqué, l'opérateur a appliqué la seule véritable anonymisation forte, à savoir une agrégation. On ne compte pas portable par portable, on compte par paquet de dizaines et de dizaines de portables. Et c'est ça qui nous intéresse. Si jamais il y a 3 Pékins qui sont perdus à un endroit et qui sont seuls, ils ne seront même pas vus de l'application et on les élimine totalement. Et j'ai tenu le timing, je m'arrête donc là. Donc voilà, il y a un bon cas de monétisation dans un secteur traditionnel sur des données sensibles, mais sur une manière d'anonymiser qui est respectueuse, qui a été soumise à la CNIL d'ailleurs, et qui est tout à fait respectueuse de la vie privée des personnes. Alors je vous l'ai redit, ces 4 façons de gagner avec les données, parce que c'est un repère, je crois, vraiment important. Première manière, viser l'excellence opérationnelle. On s'intéresse à nos propres processus, on s'intéresse à notre efficacité et on va utiliser tout ce qui est autour de l'automatisation, de la prédiction aussi pour améliorer son fonctionnement. Deuxième manière de gagner avec les données, l'intimité client. Donc, on va s'intéresser à la connaissance client, on va venir personnaliser la relation client et on va trouver beaucoup, beaucoup de valeur pour nos clients, pour transformer l'expérience client aussi par cette personnalisation. Troisième manière de gagner avec les données, la maîtrise de l'écosystème.
Là, on va aller travailler sur les sujets de lutte contre la fraude, en particulier dans les secteurs publics, les secteurs financiers, mais aussi dans la santé, enfin, tous les secteurs qui peuvent être soumis à de la fraude. Et de plus en plus, on va aller travailler les sujets de l'empreinte environnementale en vue de mieux la maîtriser d'une part et de la réduire d'autre part aussi. Et puis, quatrième famille, on va donc viser l'innovation, la réinvention par la création de nouveaux services et aussi par de la monétisation des données. Alors, je prends vos questions. Merci à tous ceux qui m'en posent. On m'a remis une tablette pour avoir les questions en direct. Quelle est votre vision sur les enjeux d'interopérabilité des plateformes, portabilité des données? N'est-ce pas le verrou le plus important à lever pour permettre à tous les acteurs économiques de tirer pleinement parti des data? Alors, c'est sûr, Antoine, il y a des enjeux d'interopérabilité qui sont énormes. On l'a vu dans les 4 actes de production de données. Il y avait plusieurs points que je vous mettais en avant. Il y avait le volume, il y avait la diversité des données, mais il y avait aussi leur fluidité. Et la question de l'interopérabilité, de cette fluidité des données, va être au cœur de la création de valeur et d'ailleurs portée assez haut au niveau européen, puisque vous savez qu'il y a le projet de Gaia-X, qui est un projet de MetaCloud qui vient rassembler tout un tas d'acteurs du cloud dit de confiance pour l'Europe, qui prévoit des espaces de données dans lesquels, pour certains secteurs, par exemple pour la santé, par exemple pour l'espace, on va pouvoir partager les données dans un cadre qui soit de confiance entre acteurs qui ont besoin d'accéder à ces données. Donc effectivement, les enjeux d'interopérabilité sont gigantesques et globalement, en Europe, il faut qu'on arrive à jouer à la maille européenne sur cette interopérabilité des données parce qu'on est quand même beaucoup moins nombreux, enfin si on prend la France, que les États-Unis par exemple ou que la Chine. C'est à l'échelle européenne que ça va jouer ce niveau d'interopérabilité, c'est clair. Autre question de David. Merci pour vos questions. N'hésitez vraiment pas à en envoyer. C'est avec grand plaisir. Comment intégrer dans tous les projets la dimension data, sachant que ce n'est pas forcément toujours perçu comme prioritaire en démarrage, au démarrage? Alors, c'est un sujet essentiel. David, je réponds à cette question juste après et ça va me permettre aussi de tuer le suspense sur la délivrabilité des mails et l'amélioration du taux d'ouverture. Ça va être un petit peu le même sujet. Est-ce que le RGPD est un obstacle important à la monétisation des données des entreprises? Mon humble avis est que ça ne l'est pas du tout. Le RGPD, je dis souvent cette phrase-là, n'interdit rien, mais encadre tout. Donc, le RGPD n'interdit pas la monétisation des données. La preuve, un opérateur télécom, qui est un opérateur de confiance, vient monétiser des données de géolocalisation qui sont jugées comme sensibles par la CNIL au regard du règlement RGPD. Donc, non, ça ne vient pas interdire. Par contre, ça donne une manière de faire, une manière de travailler qui va être assez intéressante, finalement, qui donne un cadre et qui a obligé aussi toutes les entreprises européennes à s'intéresser de beaucoup plus près à leurs données et à la manière de s'en servir. Sur quelles estimations se base Gartner pour établir sa prévision de 3 trilliards de dollars pour l'IA en 2030? Alors oui, ça c'est vrai que c'est un chiffre assez hallucinant. Les prédictions, enfin ce type de prédictions qui nous sont données par les grands analystes sont toujours sujets à discussion évidemment. Les méthodes que prend Gartner sont toujours assez larges. Ils cherchent aussi à voir où est-ce que l'IA va transformer, à prendre secteur par secteur et comment ça va permettre de créer de la valeur secteur par secteur, selon les grands cas d'usage qui vont être développés, selon la nature des données dont on va disposer et la capacité aussi du secteur à venir transformer les informations dont il dispose. Donc, c'est sûr que c'est une maille assez large. Le chiffre, à la limite, moi, personnellement, m'intéresse peu. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à le retenir. Je suis toujours en train de re-regarder le chiffre. Ce qui est intéressant, c'est le message qui est derrière. Il y a une valeur énorme qui est attirée à partir de l'exploitation des données et cette valeur, elle n'est pas réservée aux GAFA. Quand je dis sortez vos données du frigo, c'est que toutes les entreprises ont des données. Vous connaissez aucune entreprise n'a vos données clients. Aucune autre entreprise que la vôtre ne connaît mieux que vous vos fournisseurs, vos processus, vos collaborateurs, vos fonctionnements clients, votre supply chain, vos moyens de production. Et toutes ces données-là vont pouvoir porter une valeur pour vous. Et c'est ça qu'il faut retenir et c'est ça que nous enseigne, à mon avis, ce chiffre de 3 trilliards. Oui, c'est ça. Oui, je ne retiens pas. De 3 trilliards de dollars de valeur créée par l'IA selon Gartner. Alors, je propose qu'on passe à la deuxième partie. Je crois que je suis arrivé au bout des questions. N'hésitez pas à en envoyer encore. S'il y en a encore une. Pensez-vous que le consentement et le déconsentement éclairé de l'usage de leurs données, c'est-à-dire pour la traçabilité des usages, par exemple, par les utilisateurs, peut accélérer ou freiner l'économie de la donnée et de l'IA?
Alors, ce sujet du consentement, évidemment, a beaucoup occupé les entreprises, notamment depuis le 31 mars, dans lequel vous savez qu'il y a eu une nouvelle recommandation de la CNIL sur le consentement sur les cookies. Donc, ne nous mentons pas. Oui, effectivement, certains internautes retirent leur consentement maintenant qu'on leur en a donné la possibilité. Mais en réalité, c'est une excellente nouvelle parce que tous les internautes qui laissent leur consentement sont beaucoup plus impliqués, sont beaucoup plus engagés auprès des marques. Donc oui, on voit qu'il y a un consentement qui baisse, mais on a en même temps une qualité de données, une qualité de relation avec les clients qui ont donné leur consentement qui est bien meilleure. Donc ça, c'est un sujet clé. Mais ça doit vous amener aussi à réfléchir si vous êtes dans des équipes marketing, et c'est un peu mon combat du moment, je ne vous le cache pas, à comment vous avez exploité les données. J'ai vu énormément d'entreprises qui ont un marketing qui est dopé aux données tierce parties, aux données des plateformes, à la pub sur Internet, et qui ont tout misé là-dessus pendant des années. Et là, effectivement, ça va se tarir certainement, sérieusement, et c'est une bonne chose, parce que les internautes ont compris que ce n'était pas possible, quand on visitait un site de e-commerce, que nos données soient partagées avec 800 autres entreprises. Il y a plein de sites qui sont comme ça. Vous naviguez, c'est partagé avec 800 autres entreprises, qui sont elles-mêmes soumises à des failles, souvent, parfois, disons, ou qui sont elles-mêmes pas toujours très respectueuses de ce qui est fait de leurs données. Donc ça, c'est plus possible. Et ça doit appeler véritablement les entreprises à se recentrer sur leurs propres données, à se recentrer sur la manière dont elles vont pouvoir récolter leurs données, créer une relation de confiance avec leurs clients et du coup obtenir des consentements qui soient libres, éclairés et engagés. C'est peut-être la troisième partie qu'il faudrait rajouter sur les consentements, et engagés pour une relation client, une expérience client de confiance et qui soit de meilleure qualité aussi. Vous m'avez senti un peu chaud là, mais c'est un sujet qui me tient assez à cœur en ce moment. Alors, je crois que je suis arrivé au bout des questions. N'hésitez vraiment pas à en poser. Merci beaucoup. Je préfère qu'on voit moins de choses sur ce que j'avais prévu et répondre à vos questions que l'inverse. Donc, vraiment, n'hésitez pas à en poser d'autres. Passons maintenant au challenge de l'entreprise, parce qu'effectivement, ça va être une véritable transformation pour l'entreprise. Mon grand message, c'est celui-là, c'est que vous allez pouvoir empiler les cas d'usage pour les entreprises les plus agiles. Vous allez pouvoir faire 1, 2, 3, 10 cas d'usage autour de la data et de l'IA. C'est top, faites-le. Mais si vous voulez vraiment trouver de la valeur autour de la data et l'IA, il va falloir opérer une véritable transformation au cœur de l'entreprise qui va aussi passer par des sujets d'acculturation notamment. Alors, première chose à avoir en tête, et première chose qu'il faut transformer dans les entreprises certainement, c'est cette notion de cercle vertueux. C'est quoi ce cercle vertueux? C'est de dire, à chaque fois que je crée un dispositif numérique, et je prends volontairement un terme très large, un dispositif numérique pour moi, ça va être une nouvelle app, ça va être un nouveau site web, ça va être éventuellement un capteur avec un objet connecté, ça va être simplement l'envoi d'une newsletter, je vais vous reprendre cet exemple. Donc, à chaque fois que je crée un dispositif numérique, je viens dans l'intimité de mes clients, de mes machines, éventuellement des animaux si je suis dans le secteur de l'élevage, etc., etc. Et cette intimité va me permettre de récolter des données. Et ces données, donc, c'est notre matière première dont on parle depuis le début. Et on voit que là, à chaque fois qu'on crée un dispositif numérique, il faut aussi penser, c'était la question de David, il faut aussi penser à cette récolte des données parce qu'elle va amener de la valeur. Une fois qu'on a ces données, on va pouvoir les transformer en connaissances sur nos clients, c'est tous les exemples que je vous ai donnés. Et surtout, ces données vont venir nourrir des algorithmes ou des applications d'intelligence artificielle qui, elles, vont porter énormément de valeur. Regardez les exemples que je vous ai donnés et croyez-moi, je pourrais vous en parler pendant des jours et des jours. Ce n'est pas du tout les exemples, les cas d'usage de réussite autour de ça qui manquent maintenant. Et c'est un véritable cercle vertueux parce qu'une fois qu'on a créé une nouvelle application d'intelligence artificielle, eh ben, on va pouvoir l'intégrer dans un dispositif numérique. Elle va venir nourrir une nouvelle app. Elle va venir nourrir une nouvelle fonctionnalité de vos logiciels. Elle va venir nourrir ou rendre intelligent un objet que vous auriez connecté. Et du coup, elle-même va encore recréer de nouvelles données qui va vous nourrir encore de nouveaux algorithmes, etc., etc. On pourrait même dire d'ailleurs que c'est un double cercle vertueux parce que vous savez que plus on a de data, plus nos algorithmes vont être fiables, plus ces algorithmes vont être précis. Donc, il y a un double cercle vertueux où à la fois on peut créer de nouveaux services et récolter des données, et à la fois nos services vont être de plus en plus précis, vont être de meilleur en meilleur. C'est comme ça qu'un Google est en quasi situation de suprématie ou de monopole sur le moteur de recherche. Plus on le nourrit, plus on lui pose des questions, plus il va être bon. Donc, c'est un cercle vertueux qui peut être un petit peu dangereux pour certains secteurs, mais qui doit être vraiment, je crois, inspirant pour vous.
Du coup, David, moi, je te conseillerais de mettre ce cercle vertueux sur la table dès lors qu'un nouveau projet se lance et en disant, bah, regardez, je l'ai vécu il y a quelques années au moment du lancement des robots ménagers, vous savez, pour faire pour faire de la cuisine, vous voyez très bien. Les robots intelligents, un client qui me présente son super robot, magnifique, génial. Je dis, bon, super. Et il est connecté? Ouais, il est connecté, top. Et vous récupérez les données du coup d'usage? Vous savez quel client fait quelle recette? Combien d'ingrédients ils ont mis? Est-ce que finalement, au lieu des 100 grammes qui sont proposés sur la recette, ils n'en ont pas mis 120 et que peut-être que c'est pour améliorer la recette, etc. Et là, gros blanc. Bah non, on n'a pas pensé aux data, pourquoi? Et là, il y a un manque énorme. C'est-à-dire que l'objet était connecté, il était bardé de capteurs qui auraient permis de récupérer plein d'informations et personne n'avait pensé à se dire, tiens, et si on récupérait ces données pour créer de nouveaux services autour des recettes, pour faire de la maintenance prédictive et avertir le client qu'il y a un problème sur son appareil avant même qu'il tombe en panne? Et donc là, il y a une grosse prise de conscience quand on a eu cette discussion. Et depuis, je vous rassure, donc c'est il y a déjà quelques années, ce client a redressé la barre. Donc David, voilà, nourris-toi de ce cercle vertueux, présente-le à chaque projet, donne des exemples. C'est ça qui est le plus parlant. Je vais vous donner un autre exemple, beaucoup plus simple. Je reviens sur ma newsletter. Prenons le dispositif numérique d'envoi d'un mail, une newsletter. C'est le dispositif numérique le plus simple. Toutes les entreprises envoient des newsletters. Regardez toutes les données qui permettent de récolter ce dispositif numérique. Est-ce que le mail a été reçu? Est-ce que le mail a été ouvert? Combien de temps la personne est restée sur le mail? Sur quel device il a été ouvert? Est-ce que la personne est descendue jusqu'en bas du mail ou est-ce qu'elle est restée au milieu? Est-ce qu'elle a cliqué sur des liens? Si oui, sur quel lien? Combien de temps elle est restée sur les pages visitées? Est-ce qu'elle a activé une vidéo? Etc., etc., etc. Il y a plein de données comportementales qui sont derrière une newsletter et qui peuvent être récupérées donc, pour créer de la connaissance sur nos clients, pour nourrir un algo. Et chez le client que je vous donnais en exemple tout à l'heure dans le secteur du retail, on a mis en place un algo très simple. Un algo qui vient personnaliser l'heure d'envoi des mails. Plutôt qu'on envoie à tous les clients en même temps le mail, on vient personnaliser l'heure à laquelle on l'envoie pour chacun. Comment? En nourrissant l'algo des précédents envois de newsletter. Et puis en faisant des segmentations de clients, on voit que des clients se ressemblent. Donc pour ceux pour qui on n'a pas d'infos, on regarde à qui ressemble le plus et puis on envoie à la même heure que ceux qui se ressemblent le plus. Amélioration du taux d'ouverture de 70%. Si vous êtes dans une équipe marketing, regardez vos taux d'ouverture, regardez vos taux de délivrabilité des emails. C'est un véritable challenge que de venir l'améliorer. Dites-vous que si vous êtes en dessous de 10%, il y a largement de taux d'ouverture. Il y a largement de quoi l'améliorer par ce type d'algo, qui est un algo simplissime, qui est d'ailleurs de plus en plus inclus dans les outils de campaign management pour créer de la valeur et donc améliorer ce taux d'ouverture. Deuxième grande leçon à tirer, c'est celle des 3 vitesses de la data. On va pouvoir accélérer et faire de plus en plus de choses qui amènent de la valeur par la data. La première vitesse, toutes les entreprises la connaissent, c'est d'exploiter vos données pour faire du pilotage. Donc, faites les comptes, il y a certainement des milliers d'indicateurs, de KPI, de metrics qui parcourent toute votre entreprise au sein de tableaux de bord, de reporting, de dashboard, on les appelle comme on veut, ou dans des feuilles Excel, c'est parfait aussi. Et ça, c'est très bien, mais avec ça, on a simplement créé un rétroviseur. Alors oui, il faut un rétroviseur pour conduire, entendons-nous bien, et ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, le rétroviseur va perdurer, on en aura toujours besoin, même si on va voir qu'on va pouvoir passer aux vitesses suivantes. Donc ce rétroviseur, il nous donne des constats qui nous permettent ensuite d'optimiser les décisions, les prochaines décisions à prendre en fonction de ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Certains rétroviseurs sont hyper performants, donc ils sont hyper réactifs, avec une mise à jour tous les jours, bien souvent. Certains rétroviseurs n'ont pas d'angle mort, donc on a réussi à couvrir un périmètre de données extrêmement large pour l'entreprise, mais ça reste un rétroviseur qui vous fournit des constats froids. Deuxième vitesse, c'est celle de l'analytique. Et si je poursuis sur ma métaphore des véhicules, c'est comme quand vous allez chez le garagiste qui vient brancher la valise électronique à votre véhicule. Avec ça, il dispose du coup d'un diagnostic beaucoup plus fort, beaucoup plus intime. Il va récupérer des données directement, des capteurs du véhicule pour comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre pourquoi il y a une panne, un problème quelconque. Et donc ça va être l'analytique. Vous allez pouvoir récolter un ensemble très large de données de l'entreprise pour arriver à modéliser et comprendre des phénomènes complexes. Ça, c'est typiquement le cas de mon port, où on a récupéré tout un tas de données pour ensuite optimiser toute la logistique, y compris avec des données externes, et arriver aussi à prédire finalement qu'est-ce qui allait se passer pour faire les meilleurs choix, mais des choix opérationnels directement.
C'est avec ces applications qu'on sait faire de la segmentation client aussi, donc regrouper les clients qui se ressemblent. C'est avec ces applications qu'on va savoir faire un certain nombre d'éléments de prédiction aussi qui peuvent être assez utiles. Et la troisième vitesse, et c'est avec celle-là que vous allez gagner le plus, très clairement, celle que j'appelle la data partout. C'est la vitesse dans laquelle on va parvenir à intégrer de la data, et bien souvent avec des algorithmes d'IA, au cœur des processus métiers. Et là, vous voyez, on va être directement dans l'action. C'est par exemple le moment où, au moment d'envoyer une newsletter, on vient tout personnaliser dans la newsletter pour fournir au client le produit qui est le plus intéressant pour lui. C'est le moment où nos inspecteurs fraude, on va arrêter de les laisser prendre au hasard, au pif ou selon leur intuition ou leur expérience, mais on va leur proposer une catégorisation, une priorisation des dossiers à traiter selon ceux qui ont le plus de chances de rapporter de l'argent au ministère. Donc, vous voyez qu'avec ça, on vient de mettre de la data non plus du tout en mode réactif, mais bien en mode proactif, prédictif. On va aller directement sur l'action. Et donc, vous voyez que sur ces trois vitesses, les trois sont nécessaires. On a une vitesse qui permet de faire des constats, de bien comprendre ce qui s'est passé pour éclairer la suite. On a une vitesse qui va permettre de comprendre de façon beaucoup plus forte des phénomènes complexes. Elle est extrêmement nécessaire parce que dans le business, on est constamment face à des phénomènes complexes. Et la troisième vitesse qui va permettre d'inclure de l'IA directement dans les processus métiers. C'est clairement sur cette troisième vitesse, ne nous montons pas, qu'on va créer le plus de valeur. Et c'est sur cette troisième vitesse qu'il faut le plus concentrer maintenant les efforts dans les entreprises. Troisième enjeu, qui me vaut d'être là aujourd'hui, il faut bien se le dire, c'est le fait de briser la tragédie des silos. Oui, je lâche le mot, que j'ai emprunté d'ailleurs à Gilles Babinet qui a signé la préface de mon livre. C'est une véritable tragédie. Donc c'est une tragédie qui existe dans toutes les entreprises du monde. Les entreprises sont extrêmement silotées, leur organisation est extrêmement silotée et comme un reflet dans un miroir, toutes les données sont extrêmement silotées et se retrouvent réparties dans autant de bases de données qu'il y a d'applications dans l'entreprise. Or, si on veut pouvoir traiter les données pour mes trois vitesses, pour tous les exemples que je vous ai montrés, il va falloir parvenir à reconstituer cette vision dite data-centric, à remettre les données au centre, à remettre les données avec une vue cohérente en un même endroit. Il y a plein de manières de le faire d'un point de vue technologique, mais on va avoir besoin de cette vision cohérente, unique, centralisée pour bien traiter les données. Vous pouvez appeler ça un data warehouse. Vous pouvez appeler ça un data lake. Vous pouvez le faire dans le cloud. Vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez le faire avec de la virtualisation des données ou le faire avec du stockage. Il y a X manières de créer cette vision data-centric et je n'ai aucun dogme technologique. Toutes les manières sont bonnes. Chaque entreprise pourra emprunter son propre chemin ou faire ses propres choix technologiques. Mais en tout cas, dans tous les cas, on a besoin de casser les silos de l'entreprise. C'est le problème numéro 1. Et je vous le disais, je pense que je ne serais même pas là pour vous en parler. S'il n'y avait pas cette tragédie des silos, on n'aurait pas toutes les questions de gouvernance des données, de data management, de qualité de données, toutes les problématiques autour des tuyaux, des flux de données qu'on déploie aujourd'hui dans l'entreprise sans cette tragédie des silos. Mais c'est ainsi, les organisations sont ainsi faites, donc elle est là, il faut maintenant jouer avec cette tragédie des silos. Ce qui nous amène du coup à l'enjeu de construire cette plateforme data-centric d'un point de vue technologique. Je suis chez Cap Digital, je me suis dit quand même que j'allais toucher un petit mot technologique. Je vous le disais, il n'y a pas de dogme, il y a plein de manières de le construire, il y a plein d'approches technologiques aussi, ou d'éditeurs, ou de fournisseurs de solutions technologiques pour le faire. Mais je voudrais quand même vous donner 3 recettes qui vont être à respecter, quel que soit le choix technologique que vous faites. La première recette, c'est qu'il va falloir se pencher très sérieusement sur la fluidification de l'accès aux données. L'enjeu clé, c'est celui-là. Comment j'ouvre le plus largement possible et de façon sécurisée l'usage des données à tous mes utilisateurs. Comment je fais que le marketing puisse y accéder facilement, non seulement aux données clients, mais pourquoi pas aux données de la supply chain, parce qu'il peut y avoir de l'insatisfaction client par des retards de livraison, par exemple. Pourquoi pas aux données, à des données de risque, si on est dans le domaine de la banque. Bon, il faudra bien sûr déployer des modes d'habilitation aussi, mais il faut réfléchir à comment on peut simplifier, fluidifier l'accès aux données dans l'entreprise pour instaurer un véritable mode self-service sur la data. C'est un enjeu clé pour les entreprises. Second sujet, au moment de construire votre plateforme data d'entreprise, allez de plus en plus vers un traitement des données en mode flux. Dans les entreprises, la data est très massivement traitée par l'eau en mode batch. Il va falloir tuer le batch dans les années qui viennent
Il y a maintenant des technologies qui permettent d'acquérir les données sur un format de flux, sur un format de stream, éventuellement sur un stream très rapide, et on appellera ça du temps réel. Et ça va en fait bien simplifier la vie des entreprises, même si c'est pas toujours le cas parce qu'aujourd'hui la culture, notamment dans les équipes de prod, est encore beaucoup au batch, mais il va falloir peu à peu venir sur du mode stream pour parvenir à avoir de l'avènement de ma troisième vitesse, je vous le rappelle, qui est donc de faire de l'IA intégrée dans les processus métiers en temps réel. Si on ne sait pas traiter les données en flux, on ne pourra pas le faire tout simplement. Et puis dernier point, c'est un challenge qui est énorme pour tous les professionnels de la data et de l'IA, c'est le sujet de l'industrialisation. Vous l'avez peut-être lu dans la presse si vous vous intéressez à ce domaine. On dit que 85% des projets d'IA ne passent pas le stade du POC, donc du Proof of Concept, de la maquette. Pourquoi? Parce que cette industrialisation est complexe, parce que les entreprises ne sont pas prêtes généralement, ou n'ont pas déployé les infrastructures pour permettre de passer ce cap de l'industrialisation. Donc c'est un sujet clé. Sachez d'ailleurs que moi, tous les projets que je vous ai présentés sont des projets industriels mis en production qui tournent régulièrement au quotidien chez nos différents clients. Mais effectivement, ce n'est pas le cas de tous. Et l'écueil majeur, à mon avis, c'est que beaucoup d'entreprises ont voulu faire la preuve que l'IA a de l'intérêt, mais sans dire attention, si effectivement on fait cette maquette, on fait ce POC qui montre un retour sur investissement, qui montre un intérêt, l'investissement derrière pour l'industrialisation va être important. Il faut se préparer à faire cet investissement si on montre un ROI à minima, mais c'est très souvent le cas. Donc le sujet de l'industrialisation est énorme. D'un point de vue technique, technologique, suivez les mots-clés du DataOps et surtout du MLOps, donc le machine learning dans les opérations, ou lié avec les opérations IT. C'est les mots-clés trendy à suivre pour comprendre ce qui est en train de se passer sur tous ces sujets d'industrialisation des algorithmes d'IA. Alors au final, le sujet clé, c'est celui-là. Je vous ai donné 4 grands enjeux. Mais la vraie transformation à faire dans l'entreprise, c'est celle-là. C'est que l'entreprise considère enfin la data comme un actif à part entière. Et aujourd'hui, il y a encore très peu d'entreprises, en tout cas dans les secteurs traditionnels, je ne parle pas des secteurs technologiques, mais il y a encore peu d'entreprises dans les secteurs traditionnels qui considèrent la data comme un actif à part entière. Qu'est-ce que ça veut dire considérer la data comme un actif à part entière? C'est faire comme pour tous les autres actifs de l'entreprise, l'actif financier, l'actif des moyens de production, l'actif humain, nos clients, etc., etc. Pour chacun, qu'est-ce qu'on a fait? On a nommé une personne en charge de s'en occuper et cette personne, elle siège directement au comité de direction, au comité exécutif de l'entreprise. Prenons l'actif humain. J'aime pas trop faire le parallèle entre la data et l'actif humain, mais il y a quand même des ressemblances qui sont intéressantes. L'actif humain, on a nommé un DRH qui siège à très haut niveau dans l'entreprise, bien sûr, et encore heureux. Et puis, il est accompagné de tout un tas de correspondants RH à travers l'entreprise. Et puis, ces correspondants RH sont relayés par tout un réseau managérial à travers toute l'entreprise. Avec la data, il va falloir avoir le même raisonnement d'un point de vue de l'organisation. Ensuite, il va falloir mettre en place des outils. Dans le domaine RH, on en a beaucoup. Et il va falloir en mettre en place aussi dans le domaine de la data. Et puis, il va falloir mettre en place aussi des processus. Donc, je vous le redis, être une entreprise data-centrique, finalement, considérer la data comme un véritable actif de l'entreprise, c'est mettre en place une organisation dédiée autour d'un Chief Data Officer, bien souvent. Ce Chief Data Officer qui devra siéger à très haut niveau dans l'entreprise, si on veut qu'il crée réellement de la valeur à la même hauteur que les autres. Mettre en place des processus. Les processus autour de la data, on pourra les regrouper sous le terme général de la gouvernance des données. Mais c'est ça. C'est comment on s'assure qu'à travers l'entreprise, les données soient bien gérées finalement. Et puis, on mettra en place des outils, tous les outils du SI Data Centric, que ce soit les outils de l'infrastructure, de notre socle data, ou les outils pour les exploiter par l'utilisateur sur de la data vise, sur du self-service, sur du data storytelling, sur des outils de data science, sur des outils de data prep, sur des outils pour faire de l'IA, etc., etc. Il y a évidemment beaucoup d'outils et de technologies à déployer. Donc voilà, le sujet clé, c'est celui-là. Le jour où on aura compris que la data est un actif, les comités de direction établiront certainement ce type de plan, mettront en place une stratégie data dédiée avec le Chief Data Officer et dérouleront un plan pour réellement valoriser à la même hauteur que tout autre actif ce sujet dans l'entreprise. C'est d'ailleurs ce qui me vaut de très régulièrement intervenir en ce moment dans des comités de direction, dans des COMEX, pour présenter cette vision-là, expliquer ça et que derrière, ça embraye enfin sur la mise en place d'une véritable stratégie data pour l'entreprise. J'ai un dernier message qui est essentiel aussi, c'est qu'on ne pourra pas traiter durablement la data sans avoir en tête
ce que j'appelle des enjeux plus grands que nous. Et dans le domaine de la data et de l'IA, ces enjeux sont extrêmement forts, extrêmement prégnants. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un gros titre qui en parle. Quels sont ces enjeux? Moi, j'en vois 4 principalement. Le premier enjeu, c'est celui de la protection des données. Celui-là, c'est le plus simple à traiter en réalité, puisqu'il est très encadré. Ça s'appelle le RGPD pour les données personnelles. Et puis, il y a des gens en charge de la sécurité dans les entreprises sur les données de manière générale. Maintenant, il va falloir être très sérieux sur cette application du RGPD. Le RGPD est entré en vigueur il y a maintenant 3 ans, un peu plus même, c'était en 2018. Il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Donc, il faut être très sérieux sur son application, aller au bout des travaux à réaliser pour bien appliquer le RGPD et bien protéger les données, les données personnelles de vos clients, de vos collaborateurs, de vos partenaires, etc. Second sujet, c'est le sujet de l'éthique. Donc là, celui-là, il va nous concerner dès lors qu'on arrive sur des applications qui parlent d'IA. Ça peut sembler parfois très lointain aux entreprises, notamment dans le domaine marketing. On se dit, mais moi, je suis là pour vendre, pourquoi on me parle d'éthique, quels sont les risques? Je vais vous donner un exemple qui montre que le risque est déjà là. Il y a une chronique il y a quelque temps sur France Inter qui a beaucoup tourné en plus sur les réseaux sociaux, où le journaliste s'émouvait que quand il allait chercher le terme vaccin dans le moteur de recherche d'un grand libraire français en ligne, sur les 20 premiers résultats, il y en avait une bonne quinzaine qui étaient des livres anti-vaccins, qui étaient des livres de personnes réputées pas très sérieuses sur ce sujet-là et qui portaient à tout le moins un point de vue, parfois même dans le titre du livre, qui était très discutable. Et le journaliste posait la question, mais comment un tel libraire peut venir conseiller à ses clients de tels livres quand il s'intéresse à la vaccination? Et du coup, si on regarde l'algorithme à tout juste, la réalité froide des ventes montre que c'est ces livres-là qui sont vendus, il n'y a pas de débat. Par contre, ça ramène un véritable débat éthique en interne de l'entreprise, ça ramène à des véritables questions sur les valeurs que veut porter l'entreprise et sur quel livre elle veut conseiller quand on lui pose une question comme celle-là. Donc vous voyez que ces sujets-là vont venir peu à peu, j'en ai quelques autres exemples comme ça dans des domaines marketing, des domaines très opérationnels, où les sujets de l'éthique, les sujets de l'égalité, les sujets des biais, les sujets de la transparence de l'IA vont venir très très vite au cœur des questions. Troisième enjeu, c'est ce de l'impact environnemental. La data consomme de l'énergie. Les algorithmes très avancés d'apprentissage profond, de deep learning, consomment beaucoup d'énergie. Et à l'inverse, la data va aussi permettre de réduire l'impact environnemental des entreprises, notamment l'impact carbone, puisque la data va permettre de mieux maîtriser, de mieux mesurer et donc mieux maîtriser l'impact environnemental des entreprises. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir prendre à bras-le-corps, évidemment, tant pour minimiser l'impact des projets data que pour se servir de la data pour minimiser l'impact global environnemental des entreprises. Et dernier sujet qui porte énormément à débat aujourd'hui, c'est le sujet de la souveraineté. Que va-t-il en être de notre souveraineté si on ne fait appel qu'à des sociétés américaines du cloud pour héberger nos données? Ces mêmes sociétés qui sont soumises au Cloud Act, qui permet donc à des juridictions américaines d'accéder à nos données, même si elles sont stockées sur le sol européen, dès lors qu'elles sont dans des data centers d'entreprises américaines. Donc, qu'en est-il de notre souveraineté? Ça pose des questions qui sont gigantesques. Il y a des solutions qui sont en train d'émerger sur ces sujets-là. Il y a des réflexions autour du cloud souverain. Je vous ai évoqué Gaia-X. Il y a un certain nombre d'autres initiatives européennes ou françaises sur ces sujets-là. Donc, ça va être un sujet hyper important et qui, derrière ce sujet qui peut sembler ardu et technologique, révèle en fait un véritable sujet d'importance culturelle pour la sauvegarde quelque part de notre culture, la sauvegarde de notre patrimoine concurrentiel, informationnel aussi. Et donc, c'est un sujet extrêmement important pour les années à venir. Donc voilà, je me devais absolument de terminer là-dessus. J'aurais adoré vous parler pendant 1 heure complète, au moins, de ces différents enjeux plus grands que nous, mais je crois qu'il faut absolument les garder en tête. Donc voilà, pour conclure, mon livre « Sortez vos données du frigo », il est disponible dans toutes les librairies aux éditions Duno. Vous voyez, j'ai voulu bien traiter les 2 facettes. Pour moi, c'est un manifeste, ce livre. Je l'ai écrit comme ça, en tout cas, pour une exploitation à la fois intensive et responsable des données et de l'IA par les entreprises. Vous allez pouvoir dégager énormément de valeur, mais il faut le faire de façon responsable. Et c'est à ça que je me suis intéressé sur ce livre, que je vous invite donc à vous procurer. Alors, je regarde s'il y a de nouvelles questions. Il nous reste quelques minutes. Alors, a priori, je n'ai pas de nouvelles questions, mais je me demande si la tablette est bien à jour. On me fait signe que bof dans mon oreillette. N'hésitez pas à envoyer des questions si vous le souhaitez.
Ah, voilà le monsieur dans mon oreillette. Il y a quelques questions, mais je ne les vois pas. Donc, et je ne peux pas vous entendre. Hein, je suis top, merci, super. Alors, une question de Bertrand. Quel serait pour vous un exemple édifiant pour devenir data intelligence centrique avec un ou des premiers gains rapides afin de déclencher un engagement naturel des équipes? Alors, il y en a pas mal. Référez-vous aux exemples que je vous ai donnés. Je vais vous donner un autre exemple. On a intervenu pour une grande enseigne de retail dans laquelle ils se posaient des questions sur la performance de leur point de vente. Ils n'arrivaient pas à bien la modéliser. Ils avaient beau regarder les 200 indicateurs commerciaux dont ils disposaient. Ils n'arrivaient pas à bien capter qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et de question en question, on venait à partir de questions clés du métier. Pourquoi tel point de vente n'a pas marché? Pourquoi ton point de vente a surperformé? Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et par le croisement des données internes et externes, on a amené peu à peu plein de réponses qui nous ont amené à faire une segmentation des points de vente, qui nous ont ensuite amené à faire de la prédiction des ventes, point de vente par point de vente. Prédiction qui fonctionne très bien, plus de 90% de fiabilité sur l'ensemble des points de vente sur un an, mois par mois à venir. À partir de ça, ils ont créé une autre application qui leur permet de choisir au mieux les prochaines implantations. À partir de ça, ils ont mis en place une application pour animer le réseau commercial basé sur le potentiel et non pas basé sur la performance de l'année dernière. À partir de ça, ils ont ensuite optimisé tout leur approvisionnement, les stocks, la supply chain, toute la partie, les stocks, je vous l'ai déjà dit. Et donc, à partir de cette application, peu à peu, elle a fait boule de neige, à partir finalement d'une unique application qui est partie de quelques petites questions. C'est ça qu'il faut parvenir à engager, cet effet boule de neige dans l'entreprise, où on part de premières idées. Et n'hésitez pas à me consulter, on a mis en place chez Business Decisions des ateliers de data thinking qu'on appelait Data Insiders, pour faire émerger des idées directement de la part des métiers. Et à partir de cette idée, arriver à déclencher un effet boule de neige. Et on a des clients qui ont des feuilles de route bien fournies en data IA avec quelque chose comme 200 projets dans leur backlog qui sont en cours de qualification et de réalisation peu à peu. Donc, une fois qu'on part, attention, parce que en général, on ne manque pas d'idées pour peu à peu aller vers de plus en plus d'applications et vers cette manière de se transformer. Donc, la transformation, Bertrand, pour répondre, elle va venir par les usages. Commençons par un usage simple qui résout des problèmes métiers ou qui amène de la valeur au métier. Et ensuite, ça va engranger avec et lancer tout le reste. Alors, je surveille le temps. Igor, pourriez-vous citer des exemples de tout nouveaux services que les entreprises pourraient inventer grâce à la data? Par exemple, les opérateurs télécoms, je vous en ai donné des exemples. Par exemple, dans le domaine de la santé. Alors Igor, il y a clairement énormément d'applications qui vont qui vont pouvoir être réalisées. Alors, je suis pas complètement devin, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, mais c'est sûr que dans le domaine de la santé, par exemple, il y a énormément de choses qui vont se passer autour des diagnostics qui vont être automatisés, autour du déploiement de capteurs aussi au domicile ou sur les personnes elles-mêmes pour arriver à monétiser, non, pas là, pour arriver à monitorer, de manière beaucoup plus détaillée ce qui se passe pour la personne, arriver à prendre ce temps d'avance sur les problèmes de santé. On peut en parler aussi dans le domaine agricole où il va y avoir des révolutions énormes sur la traçabilité des produits. Imaginez, vous achetez un paquet de gâteaux, vous saurez exactement de quel champ vient le blé, de quel champ viennent les noisettes, etc., etc. Donc, dans le domaine agricole, il va y avoir beaucoup de choses à faire aussi pour optimiser les récoltes aussi, par exemple. Bref, il n'y a pas un seul domaine qui ne va pas être touché, pour lequel il n'y a pas de nouvelles applications qui vont sortir. Je vous invite à regarder d'ailleurs les cahiers de cartographie des tendances que sort Cap Digital tous les ans. Il y a souvent de très bonnes idées là-dedans aussi. Pierre, comment va évoluer l'hébergement physique sur le plan mondial avec une croissance data exponentielle aussi forte? Alors Pierre, ça c'est une belle question, puisqu'on voit qu'effectivement, les gros hébergeurs de données, et notamment les GAFAM, donc Google, Amazon principalement, et Microsoft, rivalisent d'ingéniosité pour créer des data centers qui sont dans des lieux de plus en plus extrêmes. Je vous invite à regarder ce qu'a fait Microsoft, où ils ont fait un data center sous-marin. Puisqu'ils se sont rendus compte que du coup, ça permettait de refroidir naturellement et beaucoup plus facilement les machines. Donc voilà, on va aller peu à peu dans des endroits certainement de plus en plus reculés de la planète.
On peut parier aussi que l'hébergement va être de moins en moins uniquement centralisé. Vous savez, on parle beaucoup du edge computing et donc avec un stockage des données au plus proche des lieux de consommation et des lieux de récolte de ces données. Donc, peu à peu, cet hébergement va être aussi hybride, avec un niveau centralisé sur lequel le challenge sera d'être de plus en plus industriel, de plus en plus efficace, et puis un niveau edge pour être en forte proximité. Je regarde en même temps, si on peut dépasser un petit peu, il reste quelques questions. Ouais, on me dit de poursuivre. Super, génial la régie. David, X manière de devenir data-centric. Existe-t-il des bonnes pratiques pour trouver sa manière de le devenir? Alors oui, il faut trouver sa propre manière de devenir data-centric, effectivement, parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Ça, c'est clair. Donc, quelle est la bonne manière ou comment on va pouvoir trouver ça? Les enjeux d'acculturation, les enjeux de formation sont énormes. Et comme on dit dans le métier, un escalier se balaye souvent par le haut. Donc, je crois qu'il faut bien souvent commencer à acculturer, à expliquer tous les enjeux au plus haut niveau de l'entreprise. C'est là que ça va se jouer si on veut avoir des moyens, si vous voulez avoir des ressources qui sont mises à disposition pour ces sujets-là, il faut commencer par là. Et en même temps, on prend par le bas sur de l'idéation notamment, sur de l'acculturation là aussi, pour expliquer les enjeux, pour faire beaucoup de pédagogie autour de l'IA et pour que les cas d'usage les plus intéressants émergent de ces personnes-là. En fait, la personnalisation finalement de sa manière de devenir data-centric, encore une fois, va beaucoup se faire par les usages. Chaque entreprise va développer ses propres usages, pardon, et c'est ça qui va aussi différencier et créer le chemin qui pourra vous y amener. Alors, je crois que j'ai raté une question. Tac. Alors, Pierre-Loïc, objet connecté, comment se positionne l'Europe face aux acteurs américains, asiatiques? Sommes-nous acteurs ou uniquement consommateurs? Non, nous sommes acteurs aussi. Et Thierry Breton, vous savez, qui est commissaire européen, notamment sur toutes ces questions numériques, qui porte assez haut tous les enjeux numériques en Europe. C'est lui qui porte en ce moment les grandes lois autour de l'AI Act, donc le règlement sur l'IA européen, mais aussi le DSA, le DMA, Digital Services, Digital Marketing Act. Donc, il a déclaré assez récemment que on a eu une grande ère des données personnelles et qu'il n'est pas impossible que la guerre soit déjà perdue sur la guerre des données personnelles. Les GAFA et l'omniprésence de Facebook et de Google en particulier sur ce domaine-là va être extrêmement difficile à rattraper. Par contre, il y a un nouveau champ de bataille qui s'ouvre sur les données industrielles. Et là, sur les données industrielles, effectivement, on peut jouer parce qu'on a quand même des très fortes capacités industrielles. Je pense à un Airbus, je pense à un Sanofi dans le domaine de la santé, pour lequel on va pouvoir aussi créer et récolter beaucoup de données. Pourquoi pas créer nos propres capteurs, même si les fabricants là sont très souvent chinois, il faut bien le dire, comme de toute l'électronique mondiale ou américain. Néanmoins, l'Europe va aussi jouer un rôle, et en tout cas, l'Europe va jouer un rôle sur la création des données. À la limite, c'est peut-être ça qui est le plus important, en tout cas pour cette souveraineté, non pas technologique, mais cette souveraineté des données. Je crois qu'il faut commencer à différencier les deux sujets aussi. David demande d'ailleurs, est-il utopiste de vouloir rattraper les GAFAM sur les données, vu leur avance? Comment faire? Sur les données personnelles, j'ai peur que le combat soit effectivement déjà perdu. C'est difficile de le dire, mais il faut se rendre à l'évidence. Je crois que sur les données personnelles, c'est très difficile de regagner le combat. Il y a une chose que peut faire chaque entreprise, en tout cas, c'est créer tous les dispositifs pour eux-mêmes récolter des données sur vos propres clients, sur vos propres collaborateurs, etc. Utilisez le cercle vertueux que je vous ai montré pour l'appliquer à votre propre entreprise. Ça va être un sujet clé pour chacun. Maintenant, à l'échelle mondiale, rattraper le retard qu'on a sur les Google et les Facebook sur les données personnelles, je pense que ça va être effectivement très compliqué. Je crois que j'arrive au bout des questions. Je suis en train de regarder s'il m'en manque. Hop. J'en ai une dernière qui vient d'arriver. Qui de l'algo ou de l'intuition des experts métiers a raison? Les résultats des algos sont parfois remis en cause par les experts. Tout à fait. Eh bien, c'est les deux. Les deux vont être intéressants. Et ce qui est passionnant, c'est de contrebalancer une vision uniquement
par l'intuition, par l'expérience de nos experts métiers, avec une vision froide et objective. Et j'ai plein d'exemples, je n'aurai pas le temps de vous le détailler, où les algos ont eu raison sur les experts métiers, et il y a plein de fois où c'est les experts métiers qui ont raison aussi. Ce qui va être intéressant, c'est de mettre à disposition la connaissance froide, objective, mathématique, d'un ensemble très large de données qui peut être amené par les algos, de mettre ça à disposition des experts métiers qui, avec leur connaissance du terrain, leur intuition du business, par l'expérience qu'ils auront engrangée, vont être les mieux à même d'exploiter ces données. Et donc, merci de cette question. Je trouve ça chouette de terminer sur cette question. Le plus important maintenant, ça va être de trouver les moyens de collaborer efficacement entre les intelligences humaines, qui sont les seules vraies intelligences, et l'intelligence artificielle. Vous avez vu que je mets un i minuscule à IA, et l'intelligence artificielle, dont l'intelligence est finalement très mineure, elle est mathématique avant tout. Et donc, si on trouve ce bon mode de collaboration, c'est à ce croisement-là qu'on trouvera le plus de valeur pour nous tous, et qui sera la valeur en plus la plus respectueuse et la plus intéressante dans nos modes de travail et dans nos modes de transformation des entreprises. Donc, je crois que j'arrive au bout des questions. Merci beaucoup, beaucoup à Cap Digital. Vous voyez pas les magnifiques locaux dans lesquels on est, de m'avoir accueilli ce matin pour cette conférence Sortez vos nez du frigo. Merci à tous, vous étiez très nombreux derrière vos écrans d'avoir suivi cette conférence. Et puis, n'hésitez pas à me contacter, à ce qu'on se connecte, notamment sur LinkedIn ou sur Twitter. J'adore échanger, je prends tout le temps de répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt.